Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo qui fait suite un peu à toutes ces vidéos que je fais avec des tarots un peu plus classiques. Et donc parmi les tarots classiques, il y a le tarot Visconti Sforza. Alors il arrive dans un super beau coffret, voilà, comme ça, hop, où on peut sortir les cartes et le livre. Voilà, donc beau coffret avec deux choses, un jeu de cartes et un livre super intéressant. Alors, le jeu de cartes, il est dans une boîte en carton et c'est un jeu qui est de grande taille. Je vais vous montrer la taille des cartes. Voilà, doré. Et si je compare avec le Wild Unknown que j'ai juste à côté de moi. Voilà. Donc voilà, au niveau de la taille des cartes, beaucoup plus haut et plus large. Donc c'est un tarot qui va permettre donc de bien regarder les illustrations, ça c'est le côté positif. Et le côté un peu plus négatif, on va dire, c'est plus difficile à brasser. Alors, je vous montrerai un petit peu les cartes après. Ce que je voulais vous montrer qui est super intéressant, c'est ce livre-là qui a été écrit par Marie Paccard et qui présente donc ce tarot Visconti Sforza. Alors c'est un tarot, c'est un des plus anciens tarots qu'on a retrouvé, qui est, je crois, dans un musée à Milan. Il n'y a pas toutes les lames, je crois qu'il y a 3 ou 4 lames qui manquent dans le jeu qui a été retrouvé, et donc ils ont reconstitué à partir de ce qui se faisait à l'époque pour faire un jeu complet. Alors, au sommaire de ce livre, qui est un livre super joli, on a de l'histoire, un petit peu d'histoire sur le tarot, le divin tarot, c'est-à-dire le lien avec le divin, en route vers la sagesse, présentation des atouts, l'enseignement pour les arcanes mineurs, et puis voyager avec le tarot. Alors, la bonne surprise, c'est que j'ai vu que la préface a été faite par Robert Place. C'est un auteur que j'aime beaucoup, dont j'ai le tarot des vampires et qui est un spécialiste de l'alchimie. Donc là, on va avoir une présentation un petit peu du tarot avec une version plus alchimique, surtout sur les atouts, qui ne s'appellent pas arcanes majeures, mais atouts. Donc en fait, on a l'histoire de ce tarot-là, quand est-ce qu'il a été fabriqué, à quelle occasion, un peu une petite histoire de cette famille Visconti, qui s'est allié donc aux Sforza, qui n'étaient pas nobles, mais qui étaient plutôt des guerriers. Voilà, donc on a des petites illustrations aussi de l'époque. Et puis, par exemple, ici, on retrouve un détail qu'on a sur les amoureux, et en fait, ça représente le mariage de Bianca Maria Visconti avec Francesco Sforza. Donc, c'est un tarot italien. Moi, la carte qui m'a toujours beaucoup plu, c'est cette carte-là, la carte de la mort, que je trouve très jolie. Donc voilà, après, on a une petite explication sur le jeu, sur le style. Voilà, les premiers jeux de tarot. Dans le chapitre 2 qui s'appelle Divin Tarot, l'auteur parle d'Antoine Courte de Gébelin, en fait des origines du tarot, et là on a des références au tarot de Marseille qu'on a plus l'habitude de voir. Donc voilà, il parle de Gébelin, il parle d'Aliette. On a donc la présentation de l'Eteia aussi, du grand Eteia, qui est un autre tarot. Et puis on a une partie aussi que j'ai énormément aimée, qui est En route vers la sagesse, avec la présentation en fait de quel est le chemin initiatique qui est présenté dans le tarot. Et ça m'a énormément plu, ça me parle. Et du coup, je trouve que ce tarot-là, il se prête bien au travail, on va dire, philosophique, au travail de l'âme, au fait de détacher
au détachement de l'ego. Voilà, on a vraiment cette idée de, voilà, de la voie de l'illumination avec le monde et la nouvelle Jérusalem qu'on voit dans le livre de la Révélation. Voilà, alors on a un petit truc sur le tarot et l'alchimie. Alors moi je suis en train de bosser l'alchimie, je vous montrerai aussi un tarot auto-publié que je viens de recevoir qui est super bien, avec des allusions à des textes comme la table d'émeraude, une petite... un petit résumé comment dire, de la vision de Robert Place, enfin de l'explication que peut faire Robert Place de l'alchimie, que j'ai beaucoup aimé on retrouve dans tous ses tarots, et donc moi je l'ai vu dans le tarot des vampires, avec la vision du retour de l'homme à l'unité à travers la sagesse en fait des planètes. Bon, c'est un petit peu résumé ce que je vous dis, mais en gros c'est ça. Et puis voilà, donc l'alchimie avec l'or spirituel, ça tombe vraiment bien. Je suis vraiment en train de lire des tas de choses là-dessus, de travailler là-dessus. Donc il me plaît beaucoup, beaucoup plus que ce que j'aurais cru. J'avais pris plus pour à but de collection. J'avais demandé plus à but de collection, à but de l'avoir parce que c'est vraiment une référence d'un ancien tarot. Et en fait, c'est une petite pépite, ce livre. C'est simple, bien sûr, mais on n'est pas sur des choses artificielles, on est sur du simple, mais du simple et profond. Alors voilà, après, comment sont présentées les cartes. Donc on a une reproduction de la carte, une grande reproduction de la carte en couleur. Et puis on a un peu comme il y avait dans le tarot noir, c'est-à-dire une explication on situe en fait dans l'époque. Par exemple ici le mât, donc il mato, ce qui veut dire le fou. Et puis voilà, qu'est-ce que c'était que le fou à l'époque? Donc depuis ses haillons et ses bas usés jusqu'aux plumes dépassant de ses cheveux, tout montre qu'il est mal parti dans la vie et qu'il doit progresser à tâtons. Archétype de l'innocence, le mât est l'éternel naïf qui n'en finit jamais de se faire donner des leçons. Complètement perdu, il n'en débute pas moins son voyage vers la sagesse. Et là, après, on a une signification endroit-envers. À l'endroit, on a innocence, début prometteur de nouvelles aventures, enthousiasme, et beaucoup plus, on va dire, philosophique, ésotérique, on va dire, volonté de se ridiculiser pour accéder au moi suprême. Et ça, c'est une richesse de ce tarot-là, de présenter les choses de cette façon, parce qu'on retrouve bien tout le schéma d'initiation qu'on va retrouver chez les alchimistes, qu'on retrouve après dans la franc-maçonnerie, qu'on va retrouver aussi dans d'autres tarots, mais d'une façon beaucoup plus complexe. Là, on est sur quelque chose de simple et d'accessible, beaucoup plus facilement accessible que si on fait une étude de la Kabbale ou si on travaille avec le tarot Thoth, par exemple. Et puis, on a ça pour tous les atouts. Alors, moi j'étais assez surprise, j'étais curieuse de voir ce qu'ils allaient noter sur la papesse. Et en fait, il y a une spécialiste du tarot qui a déterminé que la personne donc, qui est sur cette carte, c'est Sœur Manfreda, une cousine de Visconti et membre d'une petite secte hérétique dont les membres croyaient à la divinité de Sainte Julienma. Et donc Manfreda, elle a été élue papesse de cette secte dans l'idée qu'un pape féminin n'allait pas tarder à succéder à la longue lignée d'hommes ayant occupé cette fonction. Donc c'est super intéressant, c'est très féministe. Et je trouve ça génial et ça me plaît beaucoup parce qu'il y a vraiment... Je le savais que c'était une histoire de peut-être une papesse qui avait existé, mais là on a son nom, on a le lien avec la famille Visconti, donc c'est très sympa. Voilà. Après, on a des cartes donc intéressantes. Je vais vous en montrer une que j'aime bien. Donc on retrouve les vertus. L'ermite, c'est pas l'ermite, c'est le temps en fait. Donc on a bien l'archétype de la sagesse, mais là il va tenir un sablier. Donc là l'auteur dit qu'il s'est inspiré de descriptions classiques de Saturne, dieu du temps, qui était aussi représenté sous les traits d'un vieillard bossu. Voilà.
ah oui, voilà, la roue de la fortune, elle me plaît bien. Je l'avais déjà vue un peu décrite comme ça sur un tarot de Marseille, mais là, je trouve que c'est super parlant. On a cette illustration avec donc la roue, Fortuna au milieu avec les yeux bandés, donc elle n'est pas du tout intéressée, elle est indifférente à ce qui va se passer ce qui se produit pour les trois personnages. Un personnage qui monte, un personnage en haut, un personnage en bas. Vous voyez ici, ils ont des petites oreilles d'âne, et puis c'est soutenu par un vieillard. Ici, on a des inscriptions qui ne sont pas très visibles, heureusement, donc le livre nous le dit. Et on a donc à gauche je régnerai, en haut je règne, et à droite j'ai régné. Et donc tout le monde se tient sur le dos de ce pauvre homme indigent et résigné, et lui il dit je n'ai pas de règne. Et donc là, le message, c'est que la recherche de la fortune et de la célébrité correspond donc à un vil instinct qui est lié au plomb, hein, parce que dans l'alchimie, on transforme le plomb en or. Donc le plomb, c'est vraiment la matière brute, la matière qu'on a à nettoyer. Donc voilà, ce vil instinct, c'est le plomb. Et donc en oubliant ces ambitions démesurées, on peut accéder à la transformation et faire un pas en direction de l'illumination. Donc l'illumination, c'est l'or, c'est le métal parfait pour les alchimistes. Donc il y a plein de petites références comme ça qui sont très sympathiques. Il y a certaines cartes qui peuvent un peu faire peur. Donc là, on n'est pas du tout sur n'appelez pas la SPA. Il signifie en fait la force de dompter l'ego. Enfin, le lion correspond à l'ego. En plus, dans le cycle du zodiaque, le signe du lion, c'est le signe qui signifie le développement de la personnalité. Donc la personnalité est très forte et là on détruit l'ego. Voilà, donc il y a plein de petites choses très sympathiques. Après, on a des choses plus classiques. Le lien avec les différentes classes de la société, donc les coupes liées au clergé, les épées, la noblesse, bâtons, le peuple, des deniers, la bourgeoisie. Là, on a une association avec des... Alors, il y a deux émotions, il y a payer et argent. C'est pas... bon, je ne sais pas d'où ça sort, j'aime pas trop. Et puis en plus, ça ne correspond pas forcément aux interprétations qu'on a des cartes. Surtout les mineurs, on va avoir une petite représentation, et puis en endroit et en vers. Et là, on retrouve les interprétations de la Golden Dawn. J'aurais préféré des interprétations plus tarot de Marseille, mais bon, voilà. Donc on retrouve en fait le Rider-Waite-Smith dans les interprétations des cartes, sachant que là, ce sont des cartes avec un nombre de coupes, un nombre d'épées. Voilà, puis après, on a la présentation des rois, des reines, enfin des cartes de cour. Et puis, un petit truc sur voyager avec le tarot pour faire un voyage initiatique. Et enfin, des tirages. Alors, des suggestions de tirage en 3 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 suggestions selon ce qu'on cherche. Donc, passé, présent, avenir, situation, attitude, éléments clés, etc. Corps, mental, esprit. Puis, on a un tirage en 5 cartes qui est un petit peu différent de comment est-ce que je l'avais appris moi à l'origine, mais qui est intéressant aussi. Avec chaque fois, ça c'est super bien, une illustration en fait d'un exemple de tirage. Voilà, que dois-je savoir en ce qui concerne ma relation amoureuse avec donc le tirage et l'interprétation. Et puis la croix celtique. Donc ce livre, en fait, il est super bien. Il est super bien pour les débutants. Moi, je pensais que ce serait un tarot de collection que je n'utiliserais pas forcément. Et en fait, si, je vais l'utiliser. Alors, plus pour faire du travail, on va dire, alchimique, du travail psychologique, on va dire, bon, voilà, un travail ésotérique. Mais on peut faire des tirages aussi avec. Alors, si vous regardez les cartes, vous remarquez qu'il n'y a pas, quand il a été fabriqué, ce jeu-là, il n'y a pas l'appellation de la carte ni de numérotation sur les cartes, mais on les reconnaît assez facilement. Vous voyez, les amoureux, la tempérance, la roue de fortune dont je vous ai parlé tout à l'heure, la justice, le pendu, le pauvre mât avec ses collants en bas,
Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la mort. Je ne sais pas pourquoi elle me plaît bien. Là, je la trouve moins terrifiante que sur les autres cartes. Le soleil, la lune, avec donc là la rencontre entre le soleil et la lune, c'est aussi une des ambitions de l'alchimie. On a l'étoile, on a la Nouvelle Jérusalem dans le monde. Vous voyez, les représentations sont un petit peu différentes, mais c'est très intéressant. Et puis ça reflète bien l'esprit du Moyen-Âge, puisque ce tarot-là, il a été conçu, je crois que c'est en 1450, en tout cas voilà, au XVe siècle. On retrouve l'empereur. Et puis voilà les cartes, les cartes numéraires. Donc voilà, on a... Celles-ci, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais elles sont conçues comme ça. Je les trouve très jolies. Par contre, elles sont pas du tout parlantes. Donc pour quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser le tarot, bah, ça ne sera pas un souci. Un tarot de Marseille, on utilise les interprétations classiques du tarot de Marseille. Si vous avez l'habitude du Rider-Waite-Smith, bah, c'est ce qui a été fait là dans le livre. Vous pouvez associer aux interprétations de Rider-Waite-Smith. Ça change, je le dis toujours. L'idée, c'est pas de choisir. C'est pas, ce qui est important, c'est pas le système qui a été choisi, c'est justement de le choisir avant de faire le tirage. Sinon, les cartes, elles répondent n'importe quoi. Voilà, les tours sont un peu dorés. Ah, je vous ai pas montré le dos aussi, qui fait un peu tapisserie, j'aime bien. Voilà, c'est un beau tarot. Je vais vous montrer, hop, voilà. Je vais vous montrer les cartes de cour qui sont très belles aussi, qu'on reconnaît. Voilà, le page, il va être debout. Le roi, il est assis. Et puis, on a le cavalier qui est sur son cheval. Et puis, la reine qui est assise. Et chaque fois, on reconnaît donc avec l'instrument que tient le personnage. Donc c'est pareil, il n'y a rien d'écrit, mais c'est très facile à reconnaître. Voilà, moi j'aime beaucoup l'esthétique, il me fait voyager au Moyen-Âge. On a aussi, hein, si après on creuse, on va avoir, par exemple, sur ce valet de denier, on regarde un peu les couleurs, on voit qu'il y a un bas bleu et un bas rouge. Donc ça peut aussi signifier la lutte entre les instincts, en fait, les instincts primaires, et puis le côté plus pur. Voilà, donc avec cette vision très moyenâgeuse aussi des choses, mais qu'on peut tout à fait adapter dans la recherche de l'amélioration de soi, l'amélioration de dompter son ego. J'aime beaucoup cette reine d'épée, cette reine guerrière. Je pense qu'elle représente aussi le personnage qui s'est marié, de Maria Visconti, parce qu'elle a pris les armes. Elle n'était pas seulement une femme de salon, c'était une femme guerrière aussi. Voilà, on a le côté guerrier dans le jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait un petit peu rêver. Que voilà, je vous aurais fait découvrir un tarot qui est très connu, mais que je n'ai pas vu beaucoup de reviews dessus. Donc je suis contente de vous le montrer. Parce que il y a un super beau travail qui a été fait. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!